Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Le 22h vous propose ce soir une édition spéciale d'1h30. 1h30 pour commenter, analyser et tenter de se projeter après une journée marquée par l'opération du raid à Toulouse qui se poursuit encore en ce moment. Les informations autour du tueur présumé, Mohamed Merah, dont on connaît désormais le visage et qui se revendique d'Al-Qaïda, et le recueillement dans une atmosphère vive de douleur et d'émotion autour des victimes à la fois à Jérusalem et à Toulouse. De nombreux invités avec nous ce soir. Nous reviendrons sur les motivations de l'individu et son parcours avec l'ancien responsable de la lutte antiterroriste, Louis Caprioli, et le criminologue Xavier Hofer. Nous analyserons les conséquences politiques et l'impact sur la campagne présidentielle et au-delà avec les éditorialistes Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur et Étienne Gernel-Dupont. Et enfin, notre débat politique comme tous les soirs à 22h alors que les polémiques s'installent. Nous recevons Julien Drey du PS, Robert Rochefort du Modem, Florian Philippot du FN et Bruno Béchiza de l'UMP. Mais on va commencer ce journal tout de suite avec l'espoir déçu pour Florence Cassé. La Cour suprême du Mexique vient de rejeter la demande de remise en liberté immédiate de la Française. 5 juges devaient se prononcer, 2 juges ont voté contre, 2 pour et le dernier a demandé la tenue d'un nouveau procès. Ils n'ont donc pas suivi l'avis du juge rapporteur Arturo Zaldívar, auteur de la proposition de libération de la Française, je vous le rappelle, condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement. Mais l'actualité, bien sûr, ce soir, elle est dominée par ce qui se passe. Depuis 3 h du matin, au 17 rue du Sergent Vignier à Toulouse, le tueur présumé y est retranché encore à l'instant. Mohamed Merah, 23 ans, est cerné par les forces de l'ordre qui ont tenté en vain, pour le moment, de le faire céder par la force ou par la voie des négociations. Le suspect reporte à chaque fois sa reddition et affirme ne pas avoir l'âme d'un martyr. On a appris que l'éclairage public était désormais éteint dans le quartier encerclé, le signe peut-être d'un assaut imminent. On fait le point avec Marie Brémaud. 19 h après le début de l'intervention, l'ennemi public numéro 1 est toujours retranché dans ce petit immeuble de Toulouse. Il envisageait pourtant de se rendre dans la soirée. Mais pour l'heure, encerclé par les membres du raid, les négociations n'ont pas abouti, les multiples tentatives d'assaut non plus. Il y aura par la suite plusieurs tentatives du raid d'entrer sur les lieux qui chaque fois entraîneront des tirs de réplique de la part d'Abdelkader Merah. 2 membres du raid ont d'ailleurs été blessés par le jeune intégriste de 23 ans, déterminé à tuer puisqu'il avait prévu d'abattre 2 policiers dans les jours à venir et un militaire aujourd'hui même. Mais la police judiciaire a pu l'identifier avant qu'il ne passe à nouveau à l'acte grâce à plusieurs indices. Le témoignage décisif d'un concessionnaire Yamaha au sujet du scooter du tueur. L'adresse électronique de l'ordinateur utilisé pour entrer en contact avec l'un des militaires assassinés. Les écoutes de la famille Merah ont confirmé les suspicions et conduit à Mohamed et son frère Abdelkader. Mohamed, déjà connu des services de police, est surveillé depuis ses séjours au Pakistan et en Afghanistan. Mais visiblement, le djihadiste a réussi à passer entre les mailles du filet policier. Et nous sommes en direct avec notre correspondant sur place, Xavier Lalu. Bonsoir Xavier. Bonsoir. On a appris il y a quelques instants que l'éclairage public était donc coupé. Est-ce que vous savez si les négociations se poursuivent à l'heure actuelle? Alors tout à fait, l'éclairage public est coupé dans tout le quartier, seulement le quartier, depuis 20h40. Mes sources proches de la police indiquent que c'est à l'initiative du raid que cette coupure est intervenue. Ils sont actuellement encore en négociation. Des éclaireurs, des projecteurs très puissants éclairent actuellement la façade de l'immeuble. Le raid une trentaine d'hommes seraient prêts à intervenir devant l'immeuble, mais néanmoins les négociations seraient encore en cours. Et ma source policière indiquait que la tactique adoptée était de jouer l'épuisement, puisque depuis 19 h, l'appartement de Mohamed Merah est coupé de toute électricité et du gaz, et il compte donc sur la fatigue de Mohamed Merah pour intervenir avec le moins de risques possible. Jouer de l'épuisement, comme vous dites, parce que le but ce soir, comme le disent les autorités françaises, bien sûr, c'est de le capturer vivant pour le rendre à la justice. Tout à fait, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est pour ça que l'attente est très longue. Beaucoup de journalistes sont là depuis 5 h du matin. Il y a eu plusieurs rumeurs dans la journée, mais ce qu'on peut retenir de cette journée, c'est que tout est fait pour capturer Mohamed Merah vivant. Est-ce qu'il est possible, probable peut-être, que le tueur présumé reste bien retranché toute la nuit? Il est possible que ce raid se poursuive jusqu'à l'aube et au-delà? Les sources policières l'envisagent ce soir?
Je pense que ça interviendra dans la nuit, d'après mes sources ici. Ils vont attendre le maximum pour jouer la carte de l'épuisement au maximum, mais il est fort probable, ayant coupé l'électricité, ayant plongé donc le quartier dans le noir, qu'ils interviennent dans la nuit. On parlait d'avant 23 heures, mais une autre source proche d'un autre syndicat, Unité Police, m'indique qu'il pourrait encore falloir patienter plusieurs heures avant de voir une intervention du RAID. Merci beaucoup Xavier Lalu pour toutes ces informations et nous reviendrons bien sûr vers vous tout au long de la soirée pour commenter toute évolution de la situation sur place. Et on commence à mieux cerner le profil du tueur présumé. Au fur et à mesure de l'enquête et de sa progression, ce sont bien deux facettes d'un même homme qui apparaissent. Un délinquant passé par la case prison et puis un homme violent, tueur de sang-froid de 7 personnes. Alors de la petite délinquance aux tueries de l'école de Toulouse et des militaires de Montauban en passant par des séjours au Pakistan et en Afghanistan. Au retour sur ce parcours avec Marie Brémaud et Mounir Soussi. L'horreur a désormais un visage, celui de Mohamed Merah, souriant ici au volant d'une voiture. Français âgé de 23 ans, en quelques années, le délinquant s'est mué en un terroriste implacable. Il était connu des services de police pour plus d'une dizaine de délits commis depuis 2004, certains avec violence. Mais au contact d'un groupe de musulmans salafistes à Toulouse, Mohamed Merah quitte la France et se radicalise. Il aurait séjourné en 2010 comme en 2011, aussi bien au Pakistan qu'en Afghanistan. De retour en France, Mohamed Merah est placé sous surveillance par le contre-terrorisme, mais le jeune homme fait profil bas et travaille comme carrossier. D'après les renseignements qui nous ont été communiqués, quelqu'un donc on ne peut pas rattacher à une organisation structurée connue. C'est quelqu'un qui ne se manifeste plus à l'attention, contrairement à sa période délinquante de droit commun en commettant de nouvelles infractions. Et c'est quelqu'un qui visiblement a un parcours assez solitaire. Dans son quartier des Isards, les voisins et amis de Mohamed ne réalisent pas qu'il a basculé dans l'extrémisme. C'est quelqu'un de généreux, calme, très gentil. Voilà, même tout le monde est choqué, tout le monde est sous le choc. Il n'y avait pas un moment où on pouvait se dire, lui, est-ce qu'il est capable de faire ça? Un homme solitaire et discret qui, en secret, préparait un bain de sang. Comme ils ne sont pas reliés à une cellule ou à un groupe, ils sont beaucoup plus difficilement détectables et leur processus de radicalisation est encore plus implacable parce qu'il ne répond plus au moindre principe de réalité. Mohamed Merah n'a d'ailleurs exprimé aucun remords et regrette seulement de n'avoir pas fait plus de victimes. Et nos premiers invités ce soir, Louis Caprioli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, ancien responsable de la lutte antiterroriste et aujourd'hui conseiller en gestion des risques auprès de la société GEOS. Avec nous également Xavier Hofer, bonsoir. Bonsoir. Criminologue, directeur des études au département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines à l'université Paris 2. Messieurs, avant que l'on parle du profil, des motivations et du parcours du tueur présumé, d'abord le temps que prend cette opération, Louis Caprioli. Depuis 3 heures du matin hier soir, c'est une guerre des nerfs, une guerre d'usure. Non, c'est un dispositif pour le prendre vivant. Si vous voulez, si le RAID avait voulu l'abattre ou l'arrêter, tenter de l'arrêter, elle serait rentrée en force et avec toutes les conséquences qu'on connaît, d'abord pour les fonctionnaires, dont il faut protéger la vie. Et puis aussi, je crois qu'il est important qu'on le prenne vivant parce que il lui faut un procès. Il faut aussi savoir quel est son véritable parcours. Si on dit qu'il est solitaire, mais aller en Afghanistan, aller accéder dans les zones tribales, ce n'est pas réservé à tout le monde. Hein. Donc il y a quelque chose qui nous échappe pour l'instant. Donc il est important que l'on puisse avoir les informations qu'il détient si on arrive à le faire parler. Donc c'est nécessaire de le prendre vivant et c'est pour ça que ça traîne. Xavier Hofer, il parle de se rendre en fin de soirée. Tout à l'heure, c'était en début d'après-midi. Fin de soirée, il programme sa reddition, il fixe un cap et il ne le tient pas. C'est l'aventure de sa vie. Hein, donc il tient à faire durer, pardon de l'expression affreuse, le plaisir le plus longtemps possible. Je voulais ajouter quelque chose, d'abord en ce qui concerne son parcours. Hein. On a affaire à des gens comme ça qui sont en proie à une espèce d'énergie du désespoir et il est très vraisemblable qu'il va essayer de durer le plus longtemps possible. Je me souviens, et M. Caprioli doit se souvenir aussi, que dans les années 70, je crois que c'était en 1976, il y avait 3 Japonais de l'armée rouge japonaise qui s'étaient emparés d'un bâtiment d'ambassade à La Haye,
aux Pays-Bas, et ils sont restés 3 jours sans boire, sans dormir, sans manger. Il y a une énergie du fanatisme et il faut à ce moment-là aller jusqu'au processus de l'épuisement. Donc c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Et puis deuxièmement, il y a une deuxième raison très importante en termes de justice pour qu'on l'attrape vivant, c'est qu'il faut que des psychiatres déterminent s'il est sain d'esprit et s'il doit passer par la case procès après sa condamnation. C'est-à-dire que vous parlez de sa responsabilité. Exactement, de sa responsabilité, psychiatrique. Ça nous rappelle un petit peu le cas, ce qui s'est passé dans ce cas-là aussi en Norvège avec Anders Behring, où sa Breivik, exactement, oui. Où sa responsabilité, en tous les cas mentale, n'était pas... Voilà, donc on a affaire à une première partie du processus qui est relativement analogue, un individu qui se replie sur lui-même, qui arrive peut-être à subjuguer une partie de sa famille, mais qui n'a pas de réseau organisé ou de quoi que ce soit dans ce genre-là, avec un arsenal d'armes en dehors de ce qu'il possède lui-même. Il n'y a pas d'organisation derrière, mais l'individu en question, au bout du compte, il faut qu'on détermine si au moment des faits, pour qu'on puisse simplement le juger. Vous savez que le code pénal ne s'applique pas aux personnes qui sont en état de délire ou dont le sens commun est aboli au moment des actes qu'ils commettent. Et préalablement au processus de justice, il faudra faire un aiguillage, savoir si à ce moment-là il était en possession de ses moyens mentaux ou s'ils étaient abolis. En tous les cas, entre-temps, il parle et l'individu se revendique son appartenance à la mouvance d'Al-Qaïda. Lui, Caprioli, que vous connaissez bien, vous avez étudié. De quelle mouvance parle-t-on dans cette nébuleuse d'abord? Parce que tout le monde dit Al-Qaïda. Est-ce qu'on a plus de précision? Écoutez, sur le sujet d'Al-Qaïda, pendant très longtemps, on a dit Al-Qaïda, c'est une invention. On a dit Ben Laden n'est pas mort. C'est vrai, Ben Laden n'est pas mort. Et chaque fois qu'il apparaissait à la télévision, on a mis en doute en disant c'est une manipulation, une instrumentalisation. Et puis, il a été éliminé. Alors, on n'a pas vu son corps. On a dit là encore, il y a des problèmes. Moi, je suis persuadé qu'il était vivant, qu'il était peut-être diminué, mais que la volonté de frapper existait toujours. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que Al-Qaïda se développe au Yémen. On ne parle plus de l'Irak, mais le nombre d'attentats qui sont commis par Al-Qaïda, on n'en parle plus. Mais attendez, vous nous disiez il y a quelque temps qu'Al-Qaïda s'était atomisé, que c'était affaibli, désorganisé. Bien sûr, c'est affaibli dans le sens où, si vous voulez, le commandement n'est pas aussi important, dans la mesure aussi, les camps n'existent plus en Afghanistan, mais il existe des camps de la mouvance qui sont dans les zones tribales, et ce qu'il y a, on n'en parle pas, parce que maintenant, les Américains sont partis, tout ça est oublié, mais vous avez tous les jours des attentats suicides qui sont commis par les gens de la mouvance Al-Qaïda. Vous avez au Yémen une partie du Yémen qui est entre les mains des gens d'Al-Qaïda. Vous avez le Sahel qui est complètement contaminé aussi bien au Nord Mali qu'au Niger et j'allais dire on voit Boko Haram au Nigeria et en Somalie par des gens qui se revendiquent d'une liaison avec Al-Qaïda. Donc cette mouvance c'est une réalité. Il y a toujours un successeur qui s'appelle El-Zawahiri et c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'a cessé de menacer la France. C'est le premier qui a menacé la France en 2004 quand il y a eu la loi sur le voile. Le jour où il y avait des discussions au Parlement, il condamnait la France. Alors si cet individu se revendique d'Al-Qaïda, on peut penser qu'il y ait des revendications officielles ce soir d'Al-Qaïda? Alors écoutez, le problème c'est de déterminer si c'est lui un délire qu'il a ou est-ce que réellement il a contacté des gens d'Al-Qaïda. Parce que là, il faudra voir. Alors, en ce qui concerne cette nébuleuse, il y a un double phénomène qui, depuis 3 ou 4 ans, est en cours de développement et il est majeur pour toute la suite des opérations. Premièrement, un rejet massif et énorme de cette organisation, de cette entité, de cette logique de djihad dans tout le monde musulman. C'est ce rejet qui a rendu possible l'élimination de Bin Laden. Si il avait encore conservé un public important dans le monde musulman, aucun président des États-Unis n'aurait ordonné son élimination alors que ça aurait pu conduire à 50 ambassades en flammes, des centaines de citoyens américains tués à travers le monde. C'est un anti-héros, il ne représente plus rien dans les rues, dit-on arabes, si elles existent, ces rues arabes. Vous parlez à l'heure actuelle du djihad, vous parlez de ce que représente Bin Laden, ça m'arrive de temps en temps à des étudiants saoudiens, à des étudiants koweïtis, ils vous jettent un regard, quand vous parlez de ça, que je connais très bien, c'est le regard que je jetais à mon propre grand-père quand il me racontait pour la 50e fois la bataille de Verdun, c'est des histoires de vieux, ça les intéresse plus, ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook, tout ça les enquiquine. Donc, à l'endroit même où Al-Qaïda est apparu, à l'endroit où cette doctrine s'est révélée, il y a eu une année terrible pour le monde musulman en 1979, la révolution islamique en Iran, au milieu de l'année, des tribus fanatiques qui s'emparent du Saint des Saints, la mosquée du prophète à la Mecque, et à la fin de l'année, un pays athée, l'Union soviétique, qui envahit un pays musulman. Ça a déclenché des forces absolument
incommensurable à l'intérieur du monde musulman. Le courant djihadi, dont on voit les derniers feux à l'heure actuelle, vient de là. Mais il est apparu dans la péninsule arabe. Et à l'heure actuelle, il en est pratiquement éliminé. En Irak, il y a un phénomène de mercenaires. Tout le monde sait maintenant, mais tout le monde, que ce qu'on appelle Al-Qaïda en Irak, ce sont en réalité des gens qui sont payés par les sunnites pour titiller le gouvernement irakien contrôlé par des musulmans chiites d'une autre dénomination. C'est l'argent, Bien sûr, voilà. Bien Ce entendu. idéologique. Et deuxièmement, à l'intérieur de la zone sahélienne, ce qu'on appelle AQMI, en réalité, c'est autant maintenant des bandits que des terroristes. J'ai eu une discussion il y a 2 ans, je l'avais cité dans la réunion où nous étions ensemble au Sénat, à des dirigeants donc, de la sécurité. Une conférence autour de ces nouveaux risques justement dans le monde, oui. Et un des grands patrons de la DRS, du renseignement, de la direction du renseignement militaire algérien, m'avait donné cette définition de Abou Zayed, celui qui détient encore des otages français, vous savez, dans la zone du nord du Mali. Il m'avait dit, avec un sourire grinçant, Abou Zayed, c'est djihad le jour et Marlboro la nuit, montrant que c'était des gens qui étaient pris dans des trafics. Voilà. Bon. Mais malgré tout, il a des revendications, cet individu. L'essentiel dans son parcours chaotique semble être, lui, Caprioli, ce parcours initiatique dans ce qu'on appelle l'AFPAC, la zone Afghanistan-Pakistan. C'est là où se sont nouées les choses, malheureusement, selon vous? C'est avant, quand il était en prison. Ah. Oui, parce qu'il est resté en prison plusieurs mois. Il a été condamné à 18 mois de prison et je crois qu'il a eu 18 mois ferme. Donc pendant cette période, vraisemblablement, il a été contaminé par des aînés qui ont commencé à lui décrire, d'abord qui l'ont radicalisé et qui l'ont réislamisé, qui lui ont donné quelques éléments d'un islam radical et qui l'ont incité, j'allais dire, à trouver une nouvelle voie que, j'allais dire, la criminalité ordinaire. Donc tout d'un coup, il a eu un nouveau challenge. Et ce nouveau challenge, c'était de dire, il faut aller en Afghanistan, je vais sauver la communauté des musulmans, parce qu'il est allé sur Internet et il a vu des tas de vidéos. D'un côté, les musulmans étaient massacrés, de l'autre côté, les djihadistes frappaient les Américains, faisaient sauter leurs 4x4, leurs chars, ainsi de suite. Donc il a eu tout d'un coup, je pense, une révélation et un besoin d'aller aux sources du djihad. La radicalité s'est passée en prison. Selon vous, probablement. Moi, selon moi, parce que je n'ai pas d'éléments, mais dès lors qu'il a basculé, parce que c'est un parcours qui est bien connu pour les jeunes djihadistes qu'on a arrêtés, des gens qui sont en prison se radicalisent et ensuite ils sont récupérés et il a eu une révélation et puis il a eu la possibilité, parce que si vous voulez aller en Afghanistan, dans les zones tribales, moi je défie quiconque maintenant de pouvoir y aller assez facilement. S'il n'y a pas quelques contacts, je ne dis pas qu'il était membre d'une organisation, j'ai dit qu'il y a une petite filière qu'il faut exploiter et c'est pour ça qu'il est important de le prendre vivant aussi. Ces motivations, on les connaît, elles sont un peu fourre-tout, mais elles sont là, des enfants palestiniens, en passant par l'interdiction de la burqa, aux opérations étrangères de la France. Il y a un fil conducteur? Non, si, c'est le discours classique de victimisation, on s'en prend aux musulmans, on veut détruire la civilisation musulmane. C'est son discours, c'est ce qu'on lui a mis en tête? C'est les deux. À vrai dire qu'il y a des choses qui sont à disposition de tout le monde sur Internet et on peut se les approprier. Mais le point important, M. Caprioli a ô combien raison, c'est la prison. Quelle est la caractéristique commune de tous les gens qui sont en prison? C'est qu'ils s'ennuient. Et même si vous n'êtes pas spécialement croyant, vous allez dire, moi je m'inscris pour l'église ou la mosquée, etc. Ça fait 1 heure en dehors de la cellule, donc vous allez avoir une sorte de distraction. Et sur place, vous allez avoir, dans le cas des musulmans, un imam. Certains sont des gens très raisonnables, d'autres vont épouvanter ces jeunes ignorants qui ignorent tout du Coran, qui ignorent tout de la parole du prophète, en leur faisant une peur mais vraiment atroce. La description de l'enfer des musulmans, de l'enfer dans l'islam, c'est affreux, le poids fondu, etc. En conséquence de quoi, vous allez avoir un garçon qui va se dire, oulala, tout ce que j'ai fait d'affreux dans ma vie, j'ai bu, j'ai picolé avec mes copains, les soirées un peu comme ça dans les caves, etc. Ses voisins, enfin ses proches ou ceux qu'on interroge décrivent un garçon relativement, un individu. Oui, ils sont tous normal, comme ça. Et alors après ça, certains haussent les épaules et disent, oui, bon, j'irai en enfer, pas grave. Et il y en a d'autres qui se laissent impressionner par ça, et après ça, ils entrent dans un processus, pour ceux qui vont jusqu'au bout cette espèce de quête, de processus de réislamisation, ils vont même accepter de sacrifier leur vie,
Et quant aux autres, ils vont vouloir se transformer en guerriers. Alors, Les lions de celui-ci l'islam. apparemment ne veut Voilà. pas mourir en martyr. Mais vous dites quelque chose d'important qu'on a moins entendu peut-être aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les prisons. En Grande-Bretagne, Louis Caprioli, il y a eu dernièrement un durcissement vraiment de la lutte contre l'islamisme dans sa forme la plus radicale. Et ça passe aussi dans les prisons. Il y a un très grand travail alors, je sais pas, de surveillance et de prévention. Est-ce qu'il est appliqué aussi en France? Écoutez, moi, quand j'étais en fonction, c'était un travail qui était mené par les services de l'administration pénitentiaire de veiller, et d'ailleurs c'est pour ça souvent qu'il faisait des rotations concernant les personnes, les condamnés à des peines de 8-10 ans de prison, il les faisait changer en permanence d'établissement. Le gros problème que nous avons en France, vous savez bien, c'est la surpopulation, c'est de pouvoir séparer les uns des autres, et la difficulté, c'est qu'on retrouve parfois de petits délinquants minables qui ont été arrêtés et qui se retrouvent au contact de gens qui ont été condamnés pour association de malfaiteurs et des faits de terrorisme. Donc le phénomène est connu puisque l'administration pénitentiaire suit les gens. C'est que, dans le cas présent, j'ignore ce qui a été fait, mais c'est un programme qui a été élaboré en concertation entre l'administration pénitentiaire et les différents services de l'État. Alors, messieurs, on a aussi... Oui, allez-y. Il faut parler clairement sur cette affaire-là. Nous, en tant qu'experts, analystes, etc., on a eu des problèmes avec l'administration pénitentiaire qui refusait de croire à la réalité de la menace. À l'heure actuelle, dans le monde carcéral, il y a 2 dangers énormes dans le monde entier. C'est en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, partout. Et pas 3, c'est les gangs de prison, c'est-à-dire les gens qui arrivent à reconstituer une organisation à l'intérieur de la prison. Ça, c'est des voyous, quoi. Mais qui arrivent à soudoyer ou à effrayer des gardiens et qui en réalité dirigent leurs affaires criminelles depuis l'intérieur de la prison. Et deuxièmement, les djihadis en prison. Pourquoi l'autorité pénitentiaire est hermétique à ce... Eh bien parce que ils ont tendance à vivre en circuit fermé, que ce qui vient de l'extérieur les intéresse pas trop, et qu'en réalité, il y a une autre raison aussi, égoïste si vous voulez, c'est qu'une prison où il y a des islamistes, elle est calme. Il n'y a pas d'émeute. Donc tout va bien. Et nous, on a eu beaucoup de difficultés, on est obligé d'aller jusqu'au ministre pour arriver à faire prendre en compte cette menace-là qui était un petit peu, vous savez, c'est pas si grave, etc. Et puis ils se tiennent tranquilles. Évidemment, ils se tiennent tranquilles, ils sont en train de se faire endoctriner. Alors messieurs, on a entendu aussi des critiques sur le fait que le pays, le gouvernement, aurait sous-estimé ces derniers temps le risque fondamentaliste terroriste. Quelle est la réalité, votre regard? Alors écoutez, concernant cette polémique, c'est une polémique politique. Donc moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je peux dire, c'est que dans toute la période que j'ai connue, et j'y suis resté 21 ans à la lutte antiterroriste, si vous voulez, il y a eu une montée en puissance de la lutte antiterroriste au sein de la DST et après, avec la création de la DCRI, la fusion des renseignements généraux et de la DST. Donc il y a eu un instrument qui est un service de renseignement et un service de police du judiciaire qui a été considérablement renforcé. Et j'allais dire, il y a une prise de conscience qui existe aussi. Il y a un Conseil national du renseignement. Il y a toute une législation antiterroriste qui, depuis 1986 jusqu'à nos jours, a été élaborée étape par étape, parce que chaque fois, on se heurtait au fait que ce sont des lois liberticides, il faut arrêter, alors qu'elles étaient nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Donc je ne crois pas, moi je ne parle pas au nom du gouvernement, mais je parle au nom de ce que je connais. Si vous voulez, il y a eu une meilleure approche du phénomène terroriste au sein des services de sécurité, services de renseignement français. On peut aussi rappeler ou préciser aux téléspectateurs que chaque année, Europol, c'est l'office de police européen, met en ligne, c'est accessible sur Internet, son rapport sur le risque terroriste dans l'Union européenne et notamment en France. Alors je l'ai découvert aussi sur Internet et on apprend que pour l'année qui s'est écoulée, la France a réalisé elle seule la moitié des arrestations d'islamistes radicaux en Europe. On ne chôme pas donc. Mais en même temps, la réalité, comme toutes les réalités, elle est complexe. Au niveau européen, il y a un effondrement de l'activité des djihadis depuis 3 ou 4 ans. On a les statistiques, on intervient aussi comme conseil auprès d'Europol, donc on les voit, on a les statistiques et les plus récentes. 2009, 394 attentats dans toute l'Union européenne, 1 attentat djihadi. 2010, 350 à peu près à la louche et 3 attentats djihadis. Pour 2011, on n'a pas tous les chiffres, ça sera du même niveau. Donc, grâce au travail qui a été fait par les uns et par les autres, et par le travail de coordination, mon sentiment, si vous voulez, intime, est qu'il n'est plus possible de faire fonctionner aujourd'hui dans l'Union européenne un réseau comme il y en avait il y a 10 ans. Ils sont détectés très vite et on leur tombe dessus tout de suite. Et en même temps, il ne faut pas oublier une chose, ça c'est très important, mais ça n'est jamais dit. À mesure où la vie d'un groupe terroriste dure, il perd des forces. Quand vous passez à la clandestinité, vous êtes comme si vous viviez dans un sous-marin à 100 mètres sous la mer.
vous n'apprenez plus rien, vous passez 100% de votre temps à survivre, à être comme un animal dans la jungle, voir ce qui va vous attaquer, etc. Et pendant ce temps-là, petit à petit, méthodiquement, jour après jour, l'appareil d'État, il apprend une chose tous les jours, il coordonne de mieux en mieux, et donc sur le long terme, il n'y a pas dans l'histoire de cas où un groupe terroriste confronté à un appareil d'État ou un ensemble d'appareils d'État ne soit pas perdant. Les anarchistes, 1900, 1910, 1911, la bande à Bono, petit à petit ils ont été éliminés. La deuxième vague de terrorisme dans les Balkans, vous savez, dans les années 30, quand on a assassiné le roi Alexandre de Yougoslavie et le ministre de l'Intérieur en 1935 à Marseille, ces terroristes-là ont été éliminés, en tout cas de l'Europe occidentale, et les terroristes djihadis sont maintenant traqués. Ils ne peuvent plus se poser facilement en Europe. Dernière question, dernier aspect. Comment, selon vous, cet acte, qui reste quand même isolé, même s'il a semble-t-il des complicités, il se revendique d'Al-Qaïda, s'inscrit dans le nouveau contexte géopolitique, Luc Caprioli, après aussi le printemps arabe, après tout ce qui se passe. On a vu que cette tragédie a une résonance internationale dans différents pays, en Israël, dans les pays arabes aussi ce soir. Il y a plusieurs unes de journaux ce soir du Maghreb qui titrent sur les conséquences de cette tragédie et la peur de l'amalgame. Oui, si vous voulez, c'est vrai que avec le printemps arabe, on a eu le sentiment que tout ce phénomène djihadiste était jeté aux orties et que on était dans un nouveau processus dans le monde arabe. Mais je veux dire que c'est un individu quand même isolé par l'acte qu'il a commis, mais je crois isolé aussi parce qu'ils sont une minorité comme lui. Je dis qu'il n'y a pas une minorité de gens qui pensent frapper la France. Je suis convaincu qu'il y a des djihadistes salafistes qui voudraient frapper la France, mais ceux qui passent à l'acte représentent une minorité. Le mot de la conclusion que vous avez refaire sur Il faut toujours être un coup en avant. S'il y a une critique à faire aujourd'hui, c'est que typiquement le garçon en question, c'est un hybride. Il est à moitié voyou, à moitié terroriste, et donc on a eu peut-être un peu trop tendance à conserver une petite boîte où il y avait des terroristes pur sucre, une petite boîte où il y avait des voyous pur sucre, et le phénomène majeur pour les années qui viennent, c'est l'hybridation. C'est des gens, vous savez, la chauve-souris de La Fontaine, je suis oiseau, voici mes ailes, etc. On aura affaire de plus en plus. C'est déjà le cas d'Aqmi. Un homme de visage, de facettes, voilà, exactement. Et puis capable de s'entretenir financièrement parce que voyou, c'est-à-dire vendant un peu de drogue, trafiquant des cartes de crédit et autres, donc capable de s'auto-entretenir. C'est ça le danger. Merci beaucoup, messieurs, pour ces précisions et cette analyse. La suite de notre édition spéciale, et c'est aussi une journée, bien sûr, et c'est très important, d'hommage et de recueillement aujourd'hui. Les 3 enfants et le jeune rabbin abattus devant l'école à Toulouse ont été inhumés dans le plus grand cimetière de Jérusalem. Cette cérémonie s'est déroulée en présence, vous le voyez, du ministre des Affaires étrangères français, Alain Juppé. Et en France, à présent, à Montauban, Nicolas Sarkozy a présidé la cérémonie nationale d'hommage aux 3 parachutistes, une cérémonie poignante, en présence bien sûr des familles. Dans la caserne de Montauban, le recueillement est solennel et unanime. Et dans une courte allocution, le président indique que les 3 militaires assassinés ont été victimes d'une exécution terroriste. Beaucoup d'émotions aujourd'hui tout au long de la journée, avec aussi l'union, c'était ce matin, main dans la main des responsables des communautés juives et musulmanes. On voit tout cela, c'est le résumé de la journée avec Elisa Bertolomé. La France unie, rassemblée contre le terrorisme. C'est ce message que Nicolas Sarkozy a voulu faire passer pendant sa journée marathon. D'abord ce matin, en recevant les représentants des communautés juives et musulmanes à l'Élysée. Nous devons être rassemblés. Nous ne devons céder ni à l'amalgame, ni à la vengeance. Face à un tel événement, la France ne peut être grande que dans l'unité nationale. Nous le devons aux victimes froidement assassiné. L'unité nationale, Nicolas Sarkozy a continué à la mettre en avant à Toulouse. Le président a rencontré les policiers au contact avec le tueur présumé. Puis Nicolas Sarkozy s'est rendu à Montauban présider les funérailles des 3 militaires tués. Après un long hommage rendu aux victimes, il a voulu rassurer encore. La République n'a pas cédé, la République n'a pas reculé, la République n'a pas faibli. La République a fait son devoir et sa justice demain fera le sien. Ces crimes ne demeureront pas impunis. Le président de la République était aujourd'hui sur tous les fronts, comme un candidat.
Voilà, et à l'issue de la cérémonie à Montauban, Nicolas Sarkozy a également serré la main aux 5 candidats présents, Marine Le Pen, Eva Joly, Nicolas Dupont-Aignan, François Bayrou et François Hollande. On écoute la réaction justement du candidat socialiste. Forcément, ce qui s'est produit devra être compris par tous. Je parle des Français, comme un élément qui doit nous rassembler, et sûrement pas comme un élément de division ou d'affrontement, et encore moins de confusion ou d'amalgame. Je veux que, au moins sur cette grande question de la République, lorsqu'elle est agressée, nous soyons tous rassemblés. Et si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue à vous. Nous sommes en direct sur Public Sénat pour une édition spéciale, tandis que le siège du tueur présumé se poursuit ce soir à Toulouse. Mohamed Merah reste donc retranché dans cet appartement situé au 17 rue du Sergent Vignier depuis 3 h du matin. Les autorités françaises précisent que l'objectif ce soir est de le récupérer vivant afin de le livrer à la justice. Et par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, espère que l'homme se rendra bientôt. Nous poursuivons cette édition avec de nouveaux invités à présent qui nous ont rejoints et que je vous présente avec plaisir. Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, directeur du Nouvel Observateur. Avec nous également Étienne Gernel, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction du Point. Messieurs, je voudrais d'abord que l'on évoque les appels lancés depuis ce matin par le président, par le représentant des différentes religions, communautés à la cohésion de la nation. C'est le maître mot, Laurent Geoffrin, pour éviter toute stigmatisation. Oui, c'est-à-dire que la ligne rouge ne passe pas entre les communautés, mais entre les fanatiques et les autres, qui sont des républicains. Et j'ai trouvé la prestation l'intervention de Richard Prasquier et de Dalit Boubaker, tout à l'heure, à la télévision, empreinte d'une grande dignité et de beaucoup de solennité et d'efficacité, puisqu'ils sont venus tous les deux tenir un discours commun, et bon, chacun a défendu sa propre communauté, mais chacun aussi a pris soin de dire à combien il était solidaire de l'autre. Et j'ai été frappé par le fait que Richard Prasquier ait énuméré toutes les victimes, et il a fait exprès manifestement de commencer par les victimes dont le nom évoque une origine musulmane. J'ai trouvé que c'était un geste noble. Oui, d'ailleurs, on retrouve un peu ce qui s'est produit après le 11 septembre 2001, où finalement tout le monde s'était retrouvé comme ça, en faisant attention à ne pas créer de division et de coupure. Et on a trouvé dans cette intervention exactement ça, ce souci dès le départ d'éviter tout malentendu de ce point de vue-là. Alors, je veux aussi je trouve je vous interromps. Allez-y, je vous en prie. Je trouve que ça contraste avec le spectacle extrêmement médiocre que donne une partie de la classe politique. J'allais en parler. Je voulais juste une précision, Jean Daniel, qui a écrit ce soir sur le nouvelobservateur.fr, j'ai lu à l'instant, ce qui menace l'islam, ce qui nuit à sa réputation, c'est l'islamisme radical qui est loin d'être en déclin. Voilà le principal ennemi de l'islam, évidemment, on évite tout amalgame. Alors nous allons parler justement des conséquences sur la scène politique. D'abord, est-ce que c'est une nouvelle campagne qui s'ouvre avec chaque mot des candidats qui est pesé, sous-pesé dans ce climat, dans ce contexte? Oui, bien sûr, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans une atmosphère dramatique. Dramatique. Ça se comprend. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Oui. Et puis les gens sont extrêmement heurtés, c'est la moindre des choses. Et effectivement, et je trouve que autant Sarkozy et Hollande ont été impeccables de ce point de vue-là, du point de vue de l'unité du pays, quoi. Et les principes républicains, autant les autres sont nuls. Et la hauteur des vues qui a primé chez les deux favoris. C'est élémentaire, on n'ouvre pas des polémiques subalternes, et gratuites d'ailleurs, à propos d'un drame de ce genre. J'entends Marine Le Pen qui dit on a sous-estimé le danger islamiste, mais qu'est-ce qu'elle en sait? Elle a fait une enquête au sein de la police pour savoir si c'était mal organisé, si on n'avait pas vu les choses, tout ce qu'on peut apercevoir du travail policier est plutôt évident qu'on peut s'attendre au pire quand même. On peut s'attendre au pire dans ce contexte-là, puisqu'il y a évidemment des gens qui vont être tentés d'instrumentaliser ce qui s'est passé pour remonter, pour se faire une place, etc. Donc effectivement, pour l'instant, on a plutôt vu un moment de dignité, voilà, de la part des deux principaux candidats. François Bayrou a sans doute fait une petite faute quand même. Oui, quand il a commencé à accréditer la thèse de l'extrême droite et donc en accusant
indirectement, même si c'était très indirectement, Nicolas Sarkozy, en l'accusant de créer un climat de tension. Il a un peu franchi la ligne jaune, mais semble-t-il ce soir il est revenu un petit peu sur un ton beaucoup plus consensuel. C'était quand même une faute. Maintenant, on peut s'attendre au pire. C'est sûr que la tentation, la campagne ne cesse pas dans ces cas-là. Évidemment que chacun fait attention à son attitude, évidemment que chacun fait attention à être présent. On ne peut pas dire qu'il n'y ait que une attitude de dignité. Évidemment, il y a un peu de calcul de la part des uns et des autres, mais globalement, l'image qu'ils ont donnée était bonne. Mais là, maintenant, c'est vrai qu'on peut s'attendre au pire. On peut très bien s'attendre à des accusations mutuelles. Est-ce qu'on sent monter un petit peu, finalement, c'est que tout le monde... Il est déjà monté, hein, les accusations mutuelles sont là. Voilà, les accusations mutuelles, c'est les autres sont indignes. Alors, on ne sait pas trop pourquoi exactement, mais finalement, on sent qu'il y a maintenant un désir de la part de certains de gagner un petit peu sur ce terrain-là. Elle a été mise entre parenthèses, cette campagne, finalement, ou pas? Mais oui, mais c'est normal. Oui. Enfin, oui, bien sûr, elle a été mise entre parenthèses, elle va reprendre. Elle a repris. Oui, mais elle a repris sur un mauvais terrain, justement. Elle devrait reprendre sur les questions essentielles, y compris la sécurité, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais le fait d'essayer de profiter de la chose pour marquer des points électoraux, je crains que même que ça se retourne pour eux, que ça se retourne contre les auteurs. Quand vous entendez Copé qui accuse la gauche d'être au fond laxiste avec les terroristes, c'est ridicule. C'est ridicule. Il dit mais ils n'ont pas voté la loi sur la burqa. On imagine que s'ils avaient voté la loi sur la burqa, il n'y aurait pas eu d'attentat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si les gens qui portent la burqa, c'est forcément des terroristes. Là aussi, il y a quand même des distinctions à opérer, même si je te fais hostile à tout ça. Est-ce que vous dites qu'il y a eu des messages finalement? Comment? Finalement, il y a eu une instrumentalisation des messages de toutes parts, parce qu'on a aussi entendu les socialistes. Non, pas de toutes parts. Je trouve que le président d'une part et Hollande d'autre part ont été au contraire très sobres. Je parle de leurs camps respectifs. Il y a quelques jours aussi, hier, les socialistes qui disent qu'il faut que l'exemplarité vienne du sommet, qu'il n'y ait pas de vulgarité, qu'il faut faire attention au vocabulaire. Oui, mais ça c'est une admonestation pour éviter qu'il y ait une polémique, justement. Oui, il y a quand même un sous-entendu assez désagréable, parce que les mots qui sont employés sont ceux qui sont employés fréquemment pour critiquer Nicolas Sarkozy, et on sentait qu'il y avait un petit peu de ça. C'est pas allé très très loin, et jusqu'à présent la ligne jaune n'a pas été franchie, on va dire. Mais alors, quand on prend un peu de recul, quand même, jusqu'à ces derniers jours, la campagne était quand même d'un niveau extrêmement bas. Et elle était quand même assez lamentable, on peut même le dire, sur le niveau de la campagne était quand même assez lamentable. Bah oui, quand même, c'était quand même... des moments. Oui, enfin bon, ça avait mieux commencé, et les dernières semaines étaient particulièrement catastrophiques. Alors est-ce que... catastrophique à peu près pour qu'on comprenne exactement, c'était sur quel thème, sur quel ton, qu'est-ce que vous reprochez exactement? Sur le niveau du débat, qui était sur l'économie, qui était jusqu'à présent quand même le thème principal, sur la fiscalité, sur la croissance, sur les hypothèses de croissance des uns et des autres, qui sont quand même essentiellement du vaudou, hein. Faut voir, il y a quand même beaucoup de ça, il y avait beaucoup. Donc le niveau n'était pas très élevé sur la réalité des enjeux. Maintenant, on est passé à quelque chose de différent puisqu'il s'est produit quelque chose d'abominable. Est-ce que ça va changer la campagne? Pas forcément. Les premiers signes ne sont pas très encourageants. Mais quand même, on a affaire à une attaque contre l'armée. L'école, c'est une attaque contre la cohésion nationale. C'est le pacte républicain qui a été aussi visé. Comment chaque candidat va adapter sa stratégie? Mais je parle d'une stratégie globale, hein, pas de petites propositions. Est-ce qu'il va y avoir un comportement qui sera différent, Laurent Geoffrin? Il y a deux possibilités. On peut... C'est ce que fait le Front National, par exemple, dire, voilà, cet attentat islamiste est lié au fait qu'il y a beaucoup de musulmans en France. C'est ce qu'ils font, en fait. Je résume. Il y a des fondamentalistes, il y en a beaucoup, on l'a sous-estimé, etc. Et on glisse comme ça insensiblement vers, oui, mais il y a des atteintes à la laïcité, c'est pas la même chose, et donc il n'y a plus de frontières, donc c'est l'Europe qui est responsable. On peut faire ça. Ça rend service aux terroristes de faire ça. Parce que ça tend à dire, voilà, tous ces gens-là sont liés entre eux. C'est ce que veulent exactement les gens qui font ce genre d'attentat. C'est qu'ils veulent souder autour d'eux une communauté musulmane qui serait hostile au pays qui l'accueille ou dans lequel elle vit et hostile en général aux Occidentaux. Donc on joue le camp contre camp. C'est une possibilité qui, à mon avis, est désastreuse. Et c'est celle qu'a emprunté le Front National d'une part, et une partie de la droite française. Il y en a une autre, qui n'est pas seulement celle de la gauche, je ne parle pas ici de la gauche, mais qui est celle, notamment, qui a été choisie par les chefs de ces deux communautés, par les représentants des deux communautés juives et musulmanes, qui consiste à dire, la ligne sépare les fanatiques des républicains. Et donc on va essayer de rassembler, au contraire,
tous ceux qui sont d'accord pour respecter les libertés publiques et qui sont pacifiques, quelles que soient leurs opinions. Si je peux me permettre, Oui. il ne s'agit pas de la défendre ni quoi que ce soit, mais Marine Le Pen a bien précisé aujourd'hui que pour elle, il y avait une frontière très claire entre Oui, c'est un progrès dans son discours. Je l'ai noté également. Mais aussitôt après, elle continue sur des confusions dommageables. Elle a aussi attaqué Nicolas Sarkozy très directement et très violemment sur ses rapports avec le Qatar, en disant le Qatar a investi dans les banlieues françaises, comme si que le fait que le Qatar veuille investir dans les banlieues françaises, d'ailleurs c'est plutôt pour des actions sociales, avait un quelconque rapport avec le terrorisme. Donc ça c'est quand même assez surprenant. Financer un club de foot aussi. Lire la déclaration de la candidate d'extrême droite donc, qui dénonce sur une radio israélienne le fondamentalisme islamique et l'influence du Qatar, comme vous le dites, après l'attentat et le drame de Toulouse dans Montauban. Revenons à la réaction du président de la République. Mais entre parenthèses, il n'est plus candidat ces jours-ci. Il est le garant de l'unité nationale. C'est normal qu'il ait été sur tous ces terrains, sur la scène républicaine aujourd'hui. Bien sûr, c'est normal. C'est son devoir, oui. Et il l'a rempli tout à fait correctement, oui, bien sûr. La présence aussi des différents candidats aujourd'hui pour la cérémonie d'hommage à Montauban, c'est aussi un moment républicain. Mais oui, ce sont des gens qui postulent à la magistrature suprême, donc ils essayent de se mettre dans l'habit un peu avant, ils ont raison. Et dans des circonstances moins dramatiques, évidemment, parce qu'il n'y avait pas de mort, mais pendant la crise financière aux États-Unis qui a eu lieu pendant la campagne électorale, McCain avait suspendu sa campagne pendant quelques jours, et McCain et Obama s'étaient vus et avaient parlé ensemble, et pour quelque chose qui était beaucoup moins grave que ça, quand même, il n'y avait pas de mort. Et c'est normal, c'est la vie normale dans une démocratie où on se parle normalement. Alors, quels sont maintenant les thèmes qui peuvent imprimer la campagne? Vous avez parlé, Laurent Geoffrin, du thème de la sécurité. Est-ce que plus généralement, ça peut être le thème de la République? On sait que Nicolas Sarkozy devait, je ne sais pas si c'est maintenu, avoir un discours demain à Strasbourg, tenir en tous les cas une réunion publique sur le thème de la République, sur le thème de la France. C'est cela qui va imprimer, c'est l'ombre qui va un petit peu... La République, on en parle depuis le début, sous différentes formes et sur d'autres thèmes. Oui, le rassemblement du pays sur les valeurs républicaines devrait être le discours de tout le monde. Et ensuite, il devrait se diviser, comme il est normal, sur la politique économique, sur la politique de sécurité. Il va être décliné sur différentes thématiques? Oui, certainement, oui. Mais c'est bien. Étienne Vernel? C'est normal que le débat reprenne en même temps. On ne va pas geler la campagne jusqu'à la fin. C'est logique et normal dans un pays démocratique que le débat reprenne, y compris d'ailleurs sur la République. Pourquoi pas? On peut avoir des conceptions différentes des choses. Chacun sa conception. La plupart des valeurs, on va dire, sont partagées par les grands candidats. Mais il est normal. Ça va reprendre son cours comme avant, parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est quand même un électrochoc, qu'il y a un choc dans la société, c'est le cas. Je pense que ceux qui sont trop agressifs seront sanctionnés. Je crois c'est ça qui va changer. Il y aura quand même une certaine retenue un peu obligatoire. Voilà, ça paraîtrait. Après ça, c'est quand même difficile de parler de la même manière et de faire preuve de la même agressivité. Et ce sera difficile, j'espère, de continuer à agiter toutes ces catégories identitaires qui sont mauvaises à tous égards. C'est-à-dire de dire, oui, il y a les musulmans, il y a les juifs, il y a un moment, ça va. Non, surtout que quand parlons de l'avenir du pays et non pas de chacune des communautés. Quand on regarde l'histoire de Mohamed Merah, je ne vois pas en quoi il serait représentatif en quoi que ce soit de la communauté musulmane française. Bon, mais en rien. Est-ce qu'il risque d'y avoir un feuilleton, en tous les cas, malheureusement, de cette tragédie? On attend, aujourd'hui, l'homme est toujours retranché dans le quartier. Pour l'instant, on nous dit que les forces de l'ordre et leur aide jouent à l'usure. Il s'agit évidemment... Il va s'endormir, j'imagine. Il va s'endormir et il sera probablement arrêté, on l'espère, jugé. Ça va être aussi un feuilleton dans la campagne. C'est une campagne, c'est du jamais vu, à 30 jours. Il va pas être jugé dans les 24 heures, oui. Comment ça va? Comment il y a une question factuelle là, où on n'a pas de réponse. C'est que il avait quand même beaucoup d'armes, il avait loué plusieurs voitures, et il est au RSA. Donc d'où vient cet argent? Comment il a fait? Est-ce qu'il y a des complicités? L'enquête va continuer certainement. Oui. Ce sont aussi des thèmes qui vont, puisque vous parlez de la circulation des armes. Il faut quand même rappeler, parce que les gens s'inquiètent à juste titre de l'avenir. Enfin, depuis 1995, je crois, il n'y a pas eu de grands attentats islamistes en France. Et donc ça fait 17 ans. Quand les gens disent oui, c'était prévisible, on aurait dû... Non, justement. Il y en a eu en Europe, il y en a eu aux États-Unis. Oui, mais sur le nombre d'attentats qui ont lieu en Europe, les attentats islamistes sont une toute petite fraction par rapport à toutes les autres causes de
violence. Donc il ne faut pas non plus... La lutte contre le terrorisme n'a pas vocation à être un sujet fondamental. Si, on peut faire la critique des forces de police. Mais comme l'a dit Laurent, le sujet des armes est un vrai sujet, parce que quelqu'un qui est au RSA et qui arrive à s'offrir autant d'armes, alors c'est vrai que les armes sont pas chères en banlieue, tout le monde le sait, tout le monde le dit, tout le monde le constate, et c'est un sujet, la circulation des armes clandestines en France, c'est évidemment un sujet à aborder parce qu'il y a visiblement une artillerie considérable. Alors messieurs, il y a le temps du recueillement, il y a le temps évidemment de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire en direct ce siège du RAID, il y a aussi le temps de la politique qui reprend ses droits et des sondages qui reviennent après cette tragédie. Il y en a un qui est annoncé, le sondage CSA dont on attend aussi des chiffres qui parlent évidemment de ce resserrement qui est à venir. Est-ce que évidemment, nous n'allons pas analyser si cette tragédie profite à l'un ou à l'autre des candidats, mais comment peut-elle être interprétée pour certains candidats, pour le président qui a joué son rôle, qui a été le garant de l'unité nationale? Laurent Geoffrin. Le bon sens conduirait à dire que celui qui est en poste, comme c'est son État, son gouvernement qui a mené ces choses avec une certaine diligence, devrait en tirer profit, logiquement, dans les sondages. Mais à l'inverse, est-ce que ça modifie en profondeur le jugement que les Français portent ou que les électeurs portent sur le bilan, sur le quinquennat ou sur le programme qui est présenté? Ça, j'en suis pas sûr. Vous savez, en 95, justement, il y a eu une opération terroriste en France très spectaculaire qui était le détournement du Boeing d'Alger qui a été immobilisé à Marseille. Il y a eu un assaut du RAID et tous les passagers ont été libérés. Et donc c'était un succès policier, même s'il y a eu un massacre derrière, mais c'était le massacre des terroristes. Bon, ils avaient pris leurs risques. Du coup, la cote d'Édouard Balladur, qui était Premier ministre, a encore progressé, elle était déjà haute. Il a ensuite tout perdu en 3 semaines. Bon, tout est possible. Comme quoi, pourtant il avait géré cette affaire avec beaucoup de sang-froid et les services de police aussi. Sa campagne était lamentable néanmoins. Étienne Vernel. Il serait souhaitable sur le fond que ça ne joue pas. Parce que finalement, c'est pas un sujet politique. C'est pas un sujet qui devrait. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment les Français ne vont pas en tenir compte? Néanmoins, c'est une réalité, il faut en tenir compte. Il est vrai que pour Nicolas Sarkozy, qui subit quand même en grande partie un rejet de sa personne, de sa personnalité, le fait d'avoir fait preuve d'un peu de dignité peut jouer en sa faveur. Mais encore une fois, il faut quand même espérer que l'élection présidentielle ne se jouera pas. Tout court, ni un peu ni beaucoup, soyons plutôt neutres. Il y a aussi la présence de François Hollande qui était, on va dire, dans les pas du président quelques heures après, à la fois à Toulouse, à la fois aussi évidemment pour la cérémonie dans la synagogue. C'est normal aussi, c'était un petit peu l'image d'un président bis. Je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher, mais on voit bien ce qu'il veut faire. Je vous pose la question, ce n'est pas un reproche, vous voyez. Non, je cherche moi-même. C'est interrogatif. Oui, on voit bien le jeu tactique, c'est consiste à dire il y a un président, mais il pourrait y en avoir un autre. La preuve, ils font la même chose. Donc il a pris les mêmes attitudes et la même posture, au fond, qui est une posture de compassion et de dignité en même temps. Parce que comme aussi... Sarkozy. Oui. Mais s'il s'était retiré pour préparer du discours, ou s'il avait continué à polémiquer, ou s'il avait négligé telle ou telle cérémonie, alors là on l'aurait attaqué violemment, j'imagine. Oui, je crois qu'il n'y a pas forcément beaucoup à gagner dans ce genre d'affaires, mais on peut perdre beaucoup si on fait des erreurs, si on fait des fautes. On verra tout cela avec évidemment les sondages et les enquêtes qui viennent. Merci beaucoup messieurs pour cette analyse et ces précisions. Dans un instant, place à notre débat politique, mais revenons d'abord, on vient d'en parler, la fin de la trêve dans la campagne, ou en tous les cas les fissures du consensus national depuis les tueries de Montauban et de Toulouse. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Très tôt ce matin, la trêve politique s'est rompue et la campagne a repris ses droits. Et c'est Marine Le Pen qui dégaine la première, pointant d'éventuels manquements des services de renseignement. Je crois que le risque fondamentaliste a été sous-estimé dans notre pays. Que des groupes politico-religieux se développent face à un certain laxisme, il faut bien le dire. S'ensuit un communiqué rageur du Front National intitulé « Aux salauds ». Le Front de gauche et François Bayrou y sont accusés d'avoir instrumentalisé la situation contre le Front National. Le président du MoDem réplique. L'extrême droite cherche à surfer sur la situation. On n'a pas le droit de laisser dériver le débat politique vers ce type de mise en cause et d'affrontement. Un vœu pieux alors que la polémique est lancée. Jean-Luc Mélenchon, qui refuse d'interrompre sa campagne, répond à l'attaque qui lui est lancée. Je laisse le goût de la mêlée confuse
et des propos fielleux à Madame Le Pen qui, les morts n'étant même pas enterrés, recommence sa petite musique de haine, adressée les uns contre les autres et à injurier. L'unité nationale, un temps évoquée, a bel et bien volé en éclats. Le drame de Toulouse et Montauban s'inscrit désormais au cœur de la campagne présidentielle. Et retour sur le plateau du 22h, nous sommes en direct pour une édition spéciale avec nos invités politiques ce soir. Je vous les présente avec plaisir. Julien Drey, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, député socialiste de l'Essonne, spécialiste aussi des questions de sécurité. Avec nous également Robert Rochefort, bonsoir. Bonsoir. Député européen MoDem, vice-président MoDem également. Florian Philippot est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Et également avec nous Bruno Béchiza, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national de l'UMP en charge de l'emploi et des forces de sécurité. Messieurs, tandis que le raid se poursuit, enfin le siège du raid se poursuit ce soir à Toulouse, je voudrais d'abord revenir sur la main dans la main, les deux communautés juives et musulmanes. C'est une image dont on vient de parler avec nos éditorialistes. Est-ce qu'elle vous a aussi marqué? Est-ce que c'est le message que vous voulez faire passer ce soir? C'est d'abord le maître mot, la cohésion nationale pour éviter tout amalgame. Florian Philippot. Oui, je pense que c'est important, effectivement, dans ce genre de moment, d'être capable de suspendre le temps politique. C'est ce que nous avons fait avec Marine Le Pen. Ah bon? Oui, nous avons suspendu. Moi, je vois qu'en revanche, tout de suite, des associations ou Jean-Luc Mélenchon ou François Bayrou ont essayé de faire de la récupération. Voilà. Nous avons souhaité faire une pause dans cette campagne. Le temps du recueillement. Maintenant, les circonstances sont mieux connues. On va pouvoir aller un peu sur le fond parce qu'il y a des vrais problèmes dans cette affaire qu'il faut résoudre d'urgence. On va en parler. Julien Drey. Moi, c'est pas les communautés qui m'importent parce que la France, c'est pas une somme de communautés. Donc c'est une belle image, certainement. Mais ce qui est important, c'est la République, c'est l'espace public. Et je crois que dans cette affaire, le débat qu'ils devons avoir les uns et les autres, c'est que c'est pas laisser les religions se substituer à la République. C'est d'abord la République qui doit réaffirmer ses principes, qui doit réaffirmer ses principes de laïcité, qui doit réaffirmer ses principes de fraternité, donc de lutte pour l'égalité. C'est toutes ces questions-là qui sont en gestation. Donc je pense que la République n'a pas à s'effacer derrière les communautés religieuses. Les communautés religieuses, elles ont leurs droits, leur place, mais d'abord et avant tout, parce que je pense que c'est très important dans la société française aujourd'hui, au regard des problèmes qui sont posés, d'abord la République. Bruno Béchiza. Je rejoindrai dans la symbolique, Julien Drey, le déplacement du président de la République, avec effectivement un message, on est encore dans le deuil, on est encore dans le fait qu'on doit honorer les victimes, qu'on doit rendre hommage, après qu'autour de ce symbolisme républicain, en plus, il y ait des messages de la part des communautés pour ensuite bien faire la différence avec les ismes, dont on parlera après dans le débat. Oui, c'est une image forte, mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est la force de la République, parce que le terrorisme, autre isme, s'attaque en particulier à la République. C'est un consensus sur ce plateau ce soir, Robert Rochefort. Écoutez, en tout cas, un pays qui vit ça, c'est un pays qui a mal. C'est un pays qui doit montrer une image d'unité, mais c'est un pays qui doit aussi très vite se demander comment c'est possible. Et quand François Bayrou dit qu'on vit une crise morale et que c'est quelque chose qui est finalement sur lequel il faut qu'on s'interroge profondément, je ne vois pas pourquoi on fait une polémique consistant à dire qu'il brise je ne sais quel... comment dire... on va en parler. C'est pas vraiment... C'est pas, le sujet n'est pas de savoir si on suspend formellement ou pas la campagne pendant... Il faut marquer effectivement un temps et ensuite il faut chercher tout ce qui peut nous rassembler et nous réunir. Messieurs, avant d'entrer dans le vif du débat, je vous propose bien d'aller du côté de Toulouse avec notre correspondant Xavier Lalu, qui est à 100 mètres de l'immeuble, qui est toujours, je pense, plongé dans le noir. Xavier, je pense qu'on joue l'attente, c'est ce que vous me disiez. On continue de jouer l'attente. L'objectif, c'est l'épuisement avant de l'arrêter. Tout à fait, Sonia. L'immeuble est toujours plongé dans le noir, le quartier également. Le raid joue clairement la montre, puisqu'on a peu d'informations désormais qui filtrent. C'est vraiment l'attente autour de l'immeuble. Et on n'a même pas confirmation que le dialogue peut continuer avec Mohamed Merah. On est à près de 20 heures depuis le début un petit peu de cette opération. Quel est l'état d'esprit, en tous les cas, des forces de l'ordre? J'imagine que vous n'avez pas accès, évidemment, aux personnalités du raid, mais que vous disent-ils sur place à cette heure-ci ce soir, près de 11 heures à présent? Qu'ils sont toujours déterminés, que l'objectif est toujours de bien sûr de prendre vivant, c'est la priorité des priorités,
Et c'est pour ça qu'ils ont entamé cette tactique de jouer la montre, de jouer l'épuisement. Ça fait 20 heures qu'il n'a plus l'électricité, qu'il n'a donc plus, je suppose, l'eau, plus le gaz, ça s'est confirmé. Donc il joue l'épuisement et il joue vraiment la fatigue et pour pousser Mohamed Merah à faire certainement une erreur. Voilà. Merci Xavier Lallieu, on reviendra bien sûr vers vous s'il y a du nouveau. Peut-être aussi qu'on peut rendre hommage, Bruno Bechiza, aux forces de l'ordre, aux policiers, aux personnalités du RAID. C'est très important. Je crois qu'il y a des centaines de personnes qui sont sur place. On peut le dire ce soir. L'ensemble des forces, ça va du grand spécialiste du RAID ou du renseignement intérieur jusqu'au planton qui, depuis ce matin, bloque la rue. C'est tous ces professionnels, les pompiers, les ambulanciers, qui sont sur le quartier. Et c'est un mélange de professionnalisme et d'autre chose. Quand on parlait de ressort républicain, là, le mot service public a du sens. Julien Drey, je vous vois acquiescer là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est un travail qui a été fait sérieusement. Après, on va venir peut-être dans le débat. C'est une tâche éprouvante avec des objectifs qui ne sont pas simples à remplir. Alors, on peut se poser la question de savoir si la tactique qui a été suivie était la bonne. C'est-à-dire c'est-à-dire que si vous voulez, mais ça c'est lors du débat qu'on aura. On va la voir tout de suite, allez-y. On va la voir tout de suite, si vous voulez. Visiblement, cet individu a été localisé hier dans la journée. On l'a, comme on dit, logé. On a vérifié qu'il était chez lui. Est-ce qu'il fallait aller le chercher chez lui ou est-ce qu'il fallait attendre qu'il sorte pour le prendre au moment où il sortait? Parce qu'à un moment donné ou un autre, il serait sorti. Vous voulez dire qu'on n'a pas joué l'effet de surprise? Là, visiblement, on n'a pas joué l'effet de surprise. On a visiblement voulu le laisser chez lui. Alors, la question qui va se poser certainement, c'est s'il sortait et qu'on le ratait, est-ce qu'il n'y avait pas le risque? Est-ce qu'il oui, mais bon, je ne vais pas vous faire une démonstration de maintien. Non, je suis pas sûr. Oui, Florian Philippot. Non, mais c'est important d'avoir vos réactions aussi. Après Bruno Bechiza. Si, c'est important. Et vous n'êtes peut-être pas spécialiste, mais il y a des gens qui ont travaillé sur ces questions-là et qui sont peut-être aussi en capacité d'en parler. Le choix qui a été fait, c'est un choix délibéré de le laisser comme ça, et ça tourne parfois quand même maintenant à une sorte de show hollywoodien. C'est-à-dire vous avez une opération qui dure très longtemps et vous avez eu un certain nombre de responsables du RAID qui sont intervenus cet après-midi, que je connais moi personnellement, qui ont dit qu'il y avait d'autres options et on a choisi celle-là. Se mettre à la place des tacticiens de la police est toujours assez gênant parce qu'on n'est pas sur place, parce qu'ils sont quand même professionnels, qu'ils connaissent leur métier. Moi je ne sais pas, ça l'enquête le montrera. Ce qui est plus problématique dans cette histoire, c'est le passé de cet individu. Quand on voit notamment qu'il a fait plusieurs déplacements en Afghanistan, au Pakistan et qu'il a pu ensuite s'acheter des armes de guerre, ça pose un certain nombre de problèmes. Comment se fait-il qu'il ait pu acheter des armes de guerre? Pourquoi n'y a-t-il pas de suivi? Est-ce que ça pose le problème pour d'autres personnes du même type éventuellement dans nos banlieues aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il y a une sous-estimation du problème que révèle cette affaire dramatique et il faudra enfin la traiter parce que je vois que les choses n'ont pas été faites. Alors Florian Philippot pointe, on va les prendre aussi les problèmes les uns après les autres, la circulation des armes, Bruno Bechiza, puis Robert Rochefort. Si vous permettez, il y a deux sujets. Oui. Déjà le sujet évoqué par Julien Drey. On est encore dans le temps opérationnel. Alors, il n'est pas neutralisé. dedans, oui. Il n'est pas neutralisé. Moi, je veux bien le défilé sur toutes les chaînes télé, des experts, des simili-experts, des anciens qui ont été anciens, qui sont plus là, on ne sait pas pourquoi. Il y a un choix tactique qui a été pris. On pourra le disséquer, mais après. Pour l'instant, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer à 1h du matin, 2h du matin. C'est le temps de polémiquer sur la stratégie, de poser des questions. Si vous nous invitez ici, c'est pour débattre. Alors, sinon, s'il s'agit de vous dire que c'est l'unité, on fait l'unité et on va se coucher et on laisse. Vous mettez une série télévisée. Vous mettez une série télévisée, ça intéressera plus vos téléspectateurs, peut-être. Bon, si vous nous demandez de venir ici, c'est pour discuter, donc pour exprimer des opinions. Donc je vous exprime mon opinion. Je ne dis pas que je polémique. Je dis simplement, je pose un certain nombre de questions, ce qui est mon rôle de responsable politique. Et je pose des questions sur le choix qui a été fait. J'attends effectivement des explications qui seront données le moment venu par le ministre, par les forces opérationnelles, par l'enquête judiciaire, etc. Voilà, je pose un certain nombre de questions, mais des questions qui vont être dans le débat, comme les questions qui sont posées aussi sur la trajectoire de cet individu, le suivi de ces individus, la manière dont on peut ou non intervenir par rapport à ces individus. Ce sont des questions légitimes qu'on doit se poser. Si les responsables politiques ne se posent pas ces questions-là, à quoi ils servent? Alors, moi d'abord, je voudrais dire que je suis probablement moins spécialiste que Julien Drey, mais enfin, j'ai entendu un certain nombre de commentaires aujourd'hui. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je fais confiance au professionnalisme des forces de l'ordre. Le fait aujourd'hui de jouer la montre,
me semble être tout de même quelque chose de très intelligent à partir du moment où il n'y a pas d'otage, où il n'y a pas de risque, comment dire, de provoquer quelque chose qui puisse aggraver, comment dire, les pertes humaines. On rappelle que le quartier est totalement évacué, que le gaz est coupé, que l'électricité l'est aussi. Tout est sous contrôle, j'allais dire, et je trouve au contraire, excusez-moi de le dire, je trouve plutôt au contraire, plutôt rassurant qu'on ait des forces de l'ordre qui soient effectivement sereines, qui ne jouent pas au cow-boy et qui attendent que, d'une certaine façon, par la fatigue, on puisse avoir cette personne naturellement. Première observation. Deuxièmement, sur le fond des choses. Oui, mais en même temps, je pense que c'est pas. Enfin, mais si vous voulez rentrer, dans ce débat-là en me relevant et en me mouchant, comme on dit dans ces termes-là, je vous dis simplement qu'il y a des techniques. C'est pas à nous de discuter. Non, mais si, c'est aussi à nous de discuter. Mais vous permettez 30 secondes, c'est aussi à nous, c'est notre rôle de responsable politique de savoir comment les schémas opérationnels sont mis en mouvement. Ça vous intéresse pas? Moi, ça m'intéresse. D'accord. Bon, je vous avais dit ce que vous avez dit, j'ai dit ce que j'ai dit. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est finalement quand on voit l'histoire de ce garçon. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un garçon dans un quartier extrêmement populaire, qui s'en sort pas, qui est, comment dire, dès qu'il est mineur, qui est multirécidiviste en tant que mineur, qui à ce moment-là ne semble pas être manipulé par des réseaux djihadistes et qui ensuite va probablement tomber dans ce piège. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ça la crise profonde de notre société. Comment se fait-il que par rapport à un problème... Excusez-moi, mais je vais vous poser la question 4. C'est une victime de cette situation ? Non, c'est pas une victime. Bien sûr que je ne suis pas en train de dire que c'est une victime. Enfin, je suis simplement en train de dire qu'il faut tout de même que l'on arrive à régler ces problèmes en amont. Je veux dire, le problème, évidemment, il faut repérer les personnes qui sont susceptibles de basculer, qui sont dangereuses. Je suis complètement d'accord sur le fait de dire qu'il y a un problème sur la circulation des armes et sur le fait qu'on puisse se procurer des armes comme ça avec... Vous dites, excusez-moi, vous êtes d'accord, le Parlement a voté il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était en février, d'ailleurs droite et gauche se sont unis pour un durcissement du contrôle des armes. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin ? En tout cas, il faut déjà appliquer ce qui a été fait. Mais vous permettez que je termine, parce que vous m'avez, d'une certaine façon, interrompu sur quelque chose qui, moi, je pense, de ce point de vue-là, rentre complètement au cœur d'une campagne présidentielle par le haut. Je veux dire, on a suspendu pendant quelque temps, il fallait probablement le faire. Si on continuait demain à jouer la suspension de la campagne électorale, demain et après-demain, là je pense qu'on instrumentaliserait la suspension de la campagne. Il semble que la campagne ait repris ses droits. Oui, elle a reprise. Mais en fait, il faut qu'on aborde les vraies questions. Il y a les questions de sécurité dont vous parlez. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que les questions de sécurité. Il y a aussi l'ensemble des questions sociales, l'ensemble des questions de cohésion sociale et la façon dont effectivement on fabrique une société qui intègre ou au contraire une société qui est en panne d'intégration et qui, par rapport à des personnes qui sont justement pas dans l'intégration, sont ensuite parfois, très rarement, mais de temps en temps, tentées par une déviation épouvantable. C'est aussi un vrai problème, un vrai sujet pour vous, Florian Philippot ? Il y a beaucoup de sujets, mais c'est vrai qu'il faut quand même voir le sujet de fond, le sujet au cœur de ce problème, c'est évidemment le fondamentalisme islamique. Alors c'est vrai que la gauche, de toute façon... si je peux me permettre. Islamiste, fondamentalisme, qu'on ne confond évidemment pas avec tous les musulmans, parce que beaucoup de musulmans en France respectent les lois de la République, sont parfaitement assimilés, sont français comme les autres, et on ne fait même pas de distinction. Et ça, c'est très bien. En revanche, il y a un problème fondamentaliste, et c'est vrai que je sais que la gauche a toujours été dans le déni ou dans l'angélisme sur ce sujet-là, mais j'ai l'impression que cet angélisme-là a contaminé la droite, qui a beaucoup promis en 2007, par exemple, sur le contrôle des armes dans les caves en banlieue, et n'a pas fait grand-chose, on le voit bien. Là, je parlais du contrôle des déplacements en Afghanistan, au Pakistan. Comment se fait-il, ça a été relevé pour le coup par beaucoup de professionnels, comment se fait-il qu'il ait pu ensuite acheter des armes de guerre? Voilà je vais laisser nos invités répondre, mais cet individu était quand même fiché. Peut-être parce qu'on se voile la face. Il était fiché, on ne va pas arrêter les gens préventivement avant qu'ils ne fassent quelque chose. On peut les arrêter quand ils s'engagent dans des milices étrangères, ça c'est prévu par la loi. Là, on ne l'a pas fait. C'est étrange. Bruno Bechiza et Julien Drey. Il faut faire attention quand on discute. Vous lui avez donné la parole. Ne nous voilons pas la face. Allons-y, on a eu le temps ce soir. Quand on discute de ce genre de situation, de ne pas commencer dans l'explication sociologique qui amènerait à trouver une sorte de comportement complaisant avec ce type de comportement. L'immense majorité des jeunes qui vivent dans les quartiers, qui vivent dans des situations difficiles, ne sont pas des djihadistes, n'ont pas envie de devenir des djihadistes. Et le problème d'ailleurs, c'est qu'il faudrait faire plus confiance à ces jeunes-là et leur demander d'ailleurs de mettre à l'écart ce type de comportement et de nous aider à les mettre à l'écart. Et je crois qu'il faut faire très attention parce que l'explication sociologique, je la connais, ma famille porte souvent cette explication-là, mais il faut faire attention qu'elle ne devienne pas une explication de complaisance et qu'elle, je dirais pas, devienne une sorte de tendresse à l'égard de ces pauvres enfants. C'est pas des pauvres enfants. Celui qui a fait ça n'est pas un pauvre enfant, c'est un tueur.
C'est un tueur qui a assassiné des enfants de sang-froid. Et je n'ai aucune complaisance à l'égard de cela. Hein, et je crois qu'il faut faire très... Je le dis, si vous vous sentez visé, c'est pas vous qui êtes visé. Bon, donc, qui peut en avoir? Eh ben, je le dis parce qu'il faut le dire à un moment donné, y compris par rapport à ce qui se passe. Premier aspect des choses. Deuxièmement, c'est pas une crise morale. C'est une crise sociale d'abord. C'est pas un problème moral qui est posé aujourd'hui. C'est d'abord une crise sociale de ghettoisation, effectivement, de discrimination et aussi de laïcité. Parce que c'est aussi important. C'est-à-dire que le problème qui est posé, c'est quoi? C'est que sur un certain nombre de territoires, face à la montée de la ghettoisation, on a laissé la religion se substituer à la République. Et on a laissé, malheureusement, aussi le fait qu'un certain nombre de discours s'installent et qu'on ne les combat pas assez, avec des complaisances. Qui ne les combat pas assez? Nous-mêmes, nous, la République en tant que telle, nous ne rappelons pas un certain nombre de règles. Et la droite. Pas que la gauche et la droite, c'est pas un problème. Je crois que vous êtes aussi un responsable politique. Non, vous on n'est pas au pouvoir. Non, vous, c'est autre chose. C'est-à-dire, moi, je vais vous dire ce que je pense. On a toujours dénoncé ces problèmes-là. D'accord, il y a toujours des gens qui ont toujours raison contre tout le monde. Moi, ce que je pense, c'est que les Français le savent. Attendez, 30 secondes, puisqu'on a du temps, vous allez pouvoir intervenir. Allez-y. Je voudrais juste dire que la manière dont vous posez, vous, un certain nombre de problèmes, empêche aussi la société de progresser sur ces questions-là. Parce que vous êtes toujours dans une situation où on est obligé d'affirmer un certain nombre de solidarité, et ça nous empêche de pointer un certain nombre de problèmes qui existent dans un certain nombre de cités. Vous refusez de voir les problèmes. Mais écoutez, j'ai été le premier. Avant, vous étiez peut-être encore, excusez-moi l'expression, sans mépris, en culotte courte, quand j'ai pointé les dérives mafieuses des banlieues en 1992. Il faut résoudre les problèmes. Quand j'ai pointé le problème de la présence de trafic avec des armes dans les banlieues. Aussi après, parce que vous pointez les problèmes, c'est bien, donner les solutions, c'est mieux. Bruno Béchiza. Islamique, non, nous insulter. Nous sommes sur des sujets où les mots ont des sens. Vous aviez donné une précision. L'individu est un criminel. Il a commis des crimes au regard du droit pénal. Donc effectivement, Julien Drey l'a pas dit, mais pour moi, tout ce qui pourrait, et c'est pas ce que vous avez voulu dire, mais faire entendre aux téléspectateurs qu'on pourrait trouver de la culture de l'excuse pour un criminel, bien sûr que non, terroriste, c'est à bannir, même si ça peut être sans faire exprès, mais voilà. C'est un criminel au regard du droit et c'est un terroriste criminel. Dans le domaine des religions, moi je vois les islamistes radicaux. On ne parle pas des musulmans qui vivent leur foi dans leur intimité. On parle de l'islamisme radical. On ne va pas développer trop longtemps ici, mais quand même. Quand vous dites la gauche et la droite n'a rien fait, la gauche et la droite n'a rien fait, si. Parce que c'est quand même la première fois qu'on me dit, depuis un certain temps, que Claude Guéant n'en fait pas assez. L'année dernière, 10 procédures d'éloignement du territoire national, 9 plus un imam. Et 10, cette année... 10 en un an. Ça attendez, vous savez ce que... Vous pouvez préciser, vous qui êtes un haut fonctionnaire, ce qu'est exactement, effectivement, une procédure d'éloignement du territoire national. Expliquez aux téléspectateurs, c'est pas toute personne qui tient des propos antisémites ou contre l'institution, c'est une personne de nationalité étrangère, parce qu'un Français, quelles que soient ses origines, on ne peut pas le renvoyer dans un pays dont il n'est pas membre. Donc là, ça concerne des personnes... quand il va s'entraîner dans des milices étrangères. Monsieur Philippot. Mais oui, mais je vous rappelle la loi. Là, je vous rappelle, moi, des données que vous ne voulez pas donner. L'État français, et vous injuriez les services de renseignement quand systématiquement vous dites on ne fait rien là-dessus. On a des gens qui, en Afghanistan, font partie de la DGSE, font leur travail. On a des gens sur le territoire national qui font partie du renseignement intérieur qui contribuent à monter des dossiers, parce que ce sont des dossiers de droit. Le 29 février, en Conseil des ministres, c'est la première fois qu'un gouvernement a appliqué la loi de 1936 contre les milices armées pour dissoudre un groupe islamiste armé. Mais effectivement, il faut être précis sur les termes. Il n'y a pas de police de l'opinion en France. Oui, mais quand on va s'entraîner à l'étranger, il y a une loi. Il y a une loi, les milices étrangères, ils pouvaient être arrêtés. Vous ne l'avez pas fait. Il n'y a, à mon avis, qu'une seule solution politique à ce que nous vivons là. C'est le fait de réintroduire l'État dans tous ces lieux de vie, dans tous ces quartiers. Un État qui soit un État de proximité, qui soit un État ferme, qui soit un État actif. Ça veut dire, je suis désolé de le dire, dans l'alternance entre les politiques de droite et de gauche, on a mis de la police de proximité, on a retiré la police de proximité, on essaye de remettre une police de proximité qui ne s'appelle pas police de proximité. Tant qu'il n'y aura pas dans ces quartiers la possibilité qu'il y ait effectivement des fonctionnaires non seulement qui interviennent, mais qui y vivent dans ces quartiers. Parce qu'il est normal que des fonctionnaires vivent dans ces quartiers, que le lien social se retisse. Évidemment, tout ce qu'il faut faire. Plus de République, si j'ai plus bien de compris. République, évidemment, beaucoup plus de République, beaucoup plus de laïcité aussi.
Ça va de soi. Sans en même temps mettre en évidence, comment dire, parce que vous flirtez quand même avec le fait de, comment dire, moi je crois que ce qui était très digne aujourd'hui, avec les chefs religieux à la fois musulmans et juifs, c'est effectivement le fait de dire, c'est pas ces religions-là qui sont en cause, c'est ceux qui passent la ligne rouge de ces religions-là. Mais la réponse, je crois, c'est dans plus d'États. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. On est d'accord, plus d'État, plus de République, bien sûr, mais et en même temps appliquer la loi. Arrêter avec le laxisme de la gauche qui a contaminé la droite. Mais dites-nous, quand vous dites laxisme, vous avez des preuves, vous avez des chiffres? Bah écoutez, quand on a une augmentation chaque année des violences contre les personnes, oui. Quand on fait 200 000 étrangers légaux chaque année, plus que sous Jospin, c'est lié à quoi l'augmentation? Restons dans le des débat. Violences contre les personnes. Bah, c'est à vous de nous l'expliquer et pourquoi ça ne baisse pas. On ne va pas repartir sur les violences. En tout cas, ça augmente. On est sur d'autres thèmes, on est sur d'autres thématiques. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour les Français. Le président de la République a parlé d'exécution terroriste, on est donc dans un autre registre que des violences aux personnes. Je suis d'accord, Dieu sait si je me bats depuis des années pour une vraie politique en direction des quartiers qui doit intégrer aussi la lutte contre la discrimination, parce qu'il y a aussi ça qui compte. C'est-à-dire quand vous avez toute une série de jeunes qui ont le sentiment qu'ils sont des sous-français parce qu'ils portent un nom qui est différent ou parce qu'ils ont un visage qui n'est pas le visage voulu, ça marque, ça blesse et ça permet à certains d'utiliser aussi cela après comme étendard sur le thème. Vous voyez bien, on n'a pas notre place dans ce pays puisqu'on on est des sous-français. Voilà. Maintenant, je crois que dans le débat que nous allons avoir et dans la présidentielle, il y a aussi un débat sur la place des religions. Et je crois que ça, c'est très important. Et moi, je ne suis pas d'accord, je le dis tout de suite, à ce qu'à chaque fois, l'État se dessaisisse de ses responsabilités au profit des religions, quelles qu'elles soient. Je pense que c'est un problème. Et c'est le problème que nous avons dans un certain nombre de quartiers. Quand Gilles Kepel, dans une étude importante qu'il a faite sur un certain nombre de villes du 93, explique et montre que, en gros, dans un certain nombre de quartiers, la disparition de la puissance publique de l'État se fait aujourd'hui plus exactement au profit de la montée d'une sorte de religion qui se substitue dans son aide sociale, dans son assistante sociale, dans ses mécanismes sociaux à la puissance publique. De fait, c'est une défaite pour nous. Et c'est une défaite qui va nourrir après un certain nombre de comportements extrémistes, de gens qui ne se sentent pas présents, qui disent, voyez, regardez ce qu'on est, voilà comment ça se passe, et qui vont, et partir de là, utiliser les choses. De la même manière qu'il faudra aussi poser, je m'excuse de le dire un peu brutalement, la lecture aussi un peu manichéenne d'un certain nombre de conflits qui se passent à l'étranger, et qui poussent aussi à une certaine radicalité. Ces questions-là, on ne peut pas les exclure quand on aborde tous ces problèmes-là. Ce sont des questions importantes, ce sont des questions qui doivent imprimer la campagne qui vient aussi, c'est cela la nouvelle tonalité pour vous, tous, messieurs, ce soir? Comme j'ai parlé. C'est la question de l'égalité des citoyens par rapport à ce que la République peut leur proposer. Parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire Julien Drey. On se réveille ce soir avec tous ces sujets. Je suis d'accord avec ce que dit Julien Drey à l'instant. La République s'est construite dans un processus de laïcisation par rapport à la religion. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, c'était l'Église catholique qui faisait le social dans les quartiers, enfin qui ne s'appelait pas encore des quartiers. Et puis effectivement, la désertion de la République a fait que, par substitution, je ne suis pas d'ailleurs d'accord sur le fait qu'on dise que c'est la religion aujourd'hui qui fait œuvre sociale dans ces quartiers. C'est des réseaux religieux. C'est pas la religion en tant que telle. C'est-à-dire c'est pas une expression en tant que telle religieuse une fois, etc. Et donc c'est évidemment cela qu'il faut que l'on remette en cause. Nous avons au cours des années passées une République française qui s'est petit à petit transformée en quelque chose il y a beaucoup de travaux qui l'ont d'ailleurs démontré. L'inverse d'une démocratisation. La concentration des moyens publics dans des endroits qui sont des endroits plutôt de classe moyenne supérieure, l'insuffisance de moyens publics et de services publics en général. Il n'y a pas que les administrations. Il y a le médecin de quartier, il y a tout un tas d'éléments d'infrastructure. Alors, des choses ont été faites. Je veux dire, il y a le budget de l'ANRU, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Mais le pacte républicain en tant que tel, le fait de le recéler à nouveau en disant là où sont nos priorités, nous ne l'avons pas fait. Et ça, j'espère que la campagne présidentielle, qui sera différente, quoi qu'on dise. Là, il y aura eu la campagne avant Toulouse, il y a la campagne maintenant après Toulouse. La campagne avant Toulouse n'était pas de bonne qualité. J'espère que celle après Toulouse sera de bonne qualité. J'en suis pas sûr. Quand je vois la façon, y compris d'ailleurs un peu entre nous, où, comment dire, on utilise assez facilement des fausses polémiques, j'en suis pas sûr. Parlons aussi. Non, s'il vous plaît. Non, il n'a rien récupéré. Vous dites. Non, c'est pas honnête de dire ça. Quand votre comment dire, quand Marine Le Pen parle de salaud, vous trouvez que ça élève le débat? Non, à vous, je crois. Non, à vous, je crois. On va reprendre aussi les polémiques une à une, parce qu'il y a.
s'il vous plaît. Allez. Il y a des polémiques aussi qui s'installent justement quand François Bayrou a parlé de ce climat malsain qui s'est installé alors qu'on ne savait pas quelle piste était privilégiée. Est-ce qu'il l'a regretté? Certains éditorialistes sur notre plateau tout à l'heure ont parlé de faute. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la chose suivante. Il a dit ce climat s'est installé, non pas dans les 8 derniers jours, non pas dans les 3 dernières semaines. Il ne parlait pas du début de la campagne présidentielle, mais c'est installé depuis des mois. C'est installé depuis des années. Et vous ne pouvez pas reprocher à François Bayrou de l'avoir dit aujourd'hui ou hier. Ça fait des mois et des années qu'il le dit. Il n'a rien dit de nouveau. Il a tout simplement expliqué ce qu'il pensait être effectivement, comment dire, une situation qui était préoccupante et qui justifie le positionnement politique qu'il a actuellement. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Et ce soir, le ton est beaucoup plus consensuel. Je vous rappelle que lorsqu'il a fait cette réunion publique qu'il a maintenue à Grenoble, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit on range les drapeaux, on n'est pas là ensemble pour dire votez pour moi parce que je suis le plus fort. On est là pour réfléchir ensemble à ce qui se passe actuellement. Peut-être que s'il avait été invité dans une grande émission de télévision, peut-être qu'il aurait reporté cette invitation. Mais là, il y avait comment dire, des milliers de personnes, je ne sais pas, 1000 ou 2000, qui devaient arriver. Bon, c'est pas très simple de leur dire attendez, il ne se passe rien parce qu'il y a eu ce drame. Au contraire, on est là et on réfléchit ensemble. Bruno Béchisa, expliquez-nous pourquoi, selon vous, et en quoi François Hollande, les socialistes instrumentalisent ce qui se passe. C'est ce que dit Jean-François Copé. Vous savez... Est-ce que vous le reprenez à votre compte d'abord? Déjà, c'est mon patron, donc je ne vais surtout pas me dissocier. Vous pouvez avoir aussi un avis différent, vous ne pas avoir le petit doigt sur la couture du pantalon. Je vous le dis a priori parce que depuis tout à l'heure, je voulais juste finir sur l'ambiance globale où finalement on arrive tout doucement mais sûrement, à force de faire des diagnostics, à dire c'est à cause de la société. Moi, je pense que sur les mots, non, c'est pas à cause. Ce type est un criminel, pas à cause des politiques. Voilà. Moi, de temps en temps, depuis tout à l'heure, il y a une connotation dans notre débat. Non, mais attendez, c'est pas le problème, c'est pas dit individuellement. Il y a une connotation où d'un seul coup, on pourrait dire, en prenant en cours l'émission, mais finalement. Laissez-moi finir, vous avez un travers personnel, monsieur Philippot, vous le faites avec monsieur Drey, avec moi, c'est systématiquement coupé. Moi j'ai le respect de la parole. J'ai le respect de la chose que de l'eau tiède, alors moi je suis là pour relancer le débat. J'ai le respect de la parole, vous n'êtes pas, alors prenez la place de madame. Mais effectivement, vous n'êtes pas là pour animer le débat, tout simplement. Donc, si vous laissez simplement finir, effectivement, on arrête quand même sur cette ambiance où on est tous responsables. Ce type-là est responsable de ses actes et effectivement c'est un criminel. Et on ose faire des diagnostics certaines fois qui font mal dans certains quartiers. Et je reprends effectivement, parce que le non-dit, la petite musique qui était derrière, c'était quand même les déclarations de Claude Guéant et ça. Donc c'est pour ça que je vous prenais tout à l'heure en riant en disant est-ce que Claude Guéant n'en a pas fait assez? Parce que je pense que Claude Guéant a mis effectivement certaines fois le doigt là où il y a des problèmes. La grosse différence, et c'est là où je vous regarde, monsieur Philippot, entre la famille politique que je représente et la vôtre, c'est simplement que quand je dénonce, moi, un problème dans un quartier dont je suis issu et où je suis élu, c'est pour demain, même si le diagnostic sent mauvais et peut faire mal, pour y amener un remède. Toujours demain. Hein. Non, pas demain. J'y habite, monsieur, c'est vrai que vous avez fait. Sur le mot. La réponse, Florian Philippot, s'il vous plaît, vous pointez beaucoup de problèmes. Quelles sont les solutions? Non mais je rebondis quand même sur ce qu'il dit, parce qu'on les laisse beaucoup parler, moi on me coupe souvent. C'est vrai que c'est pour ça que la seule porte-parole officielle de Nicolas Sarkozy a avoué qu'elle voterait François Hollande. Donc en cas de second tour, Marine Le Pen, François Hollande. Les choses sont claires. Voilà, merci beaucoup. Parenthèse refermée. La question. Vous non, mais là, il y a vous beaucoup, dénoncez, si vous voulez, il y a beaucoup de... Quelles sont vos solutions? Parce qu'il expliquait les différences entre nos familles, il a bien raison, on est complètement différents. Il y a beaucoup d'eau tiède dans ce débat-là. Il y a des beaux mots, République, État, on est d'accord, ça c'est très bien. Mais il faut quand même, au bout d'un moment, aller au vrai sujet. Allons-y. Et quand Marine Le Pen, par exemple, il y a un an, a parlé des prières de rue. C'est une forme d'ailleurs d'occupation des territoires par des dérives religieuses, c'est bien sûr, et qu'on lui a sauté dessus. La gauche d'abord, la droite aussi, les associations, etc., etc. Eh bien là, on a montré qu'on ne voulait rien changer. Et vous dites Claude Guéant, il change tout, il fait tout bien. Claude Guéant, il a surtout supprimé des postes de policiers et de gendarmes massivement depuis qu'il est aux responsabilités, comme Nicolas Sarkozy. Non, il n'a pas fait grand-chose. Il y en a toujours. Vous dites qu'il ne faut pas faire de stigmatisation. Et il a donné des mosquées à 1,60 € le mètre carré. C'est ce qu'on appelle une déviation de la loi 1905. Mais vous, vos solutions, à chaque fois que vous posez la question, vous rebondissez sur les autres. Non, je vous ai dit, il faut contrôler enfin les caves pour voir où sont les armes. Ah bon, c'est fait. C'est très bien. Alors, il n'y a plus de problème en France. Tout est fait. C'est pas à l'ENA que vous avez appris ça, quand même. Formidable. Mais vous êtes content de votre bilan.
quand on va s'entraîner dans les camps étrangers... Oui, mais là, c'est bien, je vois la collusion totale. Julien Drey va réagir. Quand on va s'entraîner dans des camps djihadistes à l'étranger, on peut être condamné. Alors on est condamné, surtout quand on est suivi soi-disant par la DCRI. Ça serait bien, comme ce monsieur, comme le criminel. Voilà. Non mais la DCRI le suivait ici, vous le savez très bien, ou alors vous ne connaissez pas votre droit. Bon, alors... Par ailleurs, on doit quand même remarquer que l'action internationale de Nicolas Sarkozy, soutenue par la gauche, a créé des nids de djihadistes. Je vous signale que les djihadistes, vous les avez mis au pouvoir en Libye. Il faudra peut-être aussi qu'on le dise. Et seule Marine Le Pen s'est opposée à cette guerre stupide qui a créé encore plus de mal que le mal qui existait avant. C'était déjà une situation catastrophique. On a ajouté encore plus de mal. On a rajouté la charia, c'est très bien. Mais après, il ne faut pas s'étonner si on a des problèmes en France. Une simplification un peu rapide des raccourcis. Non, ça c'est votre opinion. Mais non, c'est une question. Il n'y a pas des raccourcis quand vous prenez une situation. Non, je crois pas du tout. Non, je crois pas du tout. Quand on crée du djihadisme, il ne faut pas s'étonner si ensuite on se prend un coup de bâton, évidemment. Mais il faut oser poser les problèmes de fond. Je vois que ça dérange parce qu'on aime bien l'eau tiède, mais quand nous posons les problèmes de fond, oui, on se fait insulter, oui, on se fait injurier. Vous avez la parole, donc vous voyez qu'on parle des vraies questions. On va pouvoir résoudre les problèmes des Français, enfin. Bon, alors, je pense que les téléspectatrices et les spectateurs verront plutôt exactement que quand on rentre sur les solutions concrètes, il n'y a pas de solution concrète. C'est mieux que les défilés des principes. Pour mon interlocuteur qui est occasionnellement à ma gauche. Premièrement. Deuxièmement, je ne pense pas que dans le débat qu'on a eu, que j'ai eu des propos d'eau tiède. Je pense même que j'ai essayé de pointer des problèmes que personne ne pointait en tant que tel, quand j'ai signalé un certain nombre de choses. Troisièmement, quand vous dites on ne fait rien sur les prières de rue, c'est pas vrai. La solution a été apportée. Le problème qui est posé, c'est que dans un certain nombre de mairies et de municipalités, quand on veut ouvrir des lieux de culte pour les musulmans, qui organise les manifestations contre l'ouverture de ces lieux de culte? Qui fait des pétitions pour interdire ces lieux de culte? Qui mobilise la population? Non, écoutez, moi je ne vous ai pas interrompu, donc maintenant vous allez me laisser parler. Voilà, qui le fait? Parce que c'est ça la question qui est posée. Dans un certain nombre de villes que je connais où ces questions étaient posées, pourquoi? Parce que les prières se faisaient dans les caves. Quand les équipes municipales ont commencé à vouloir justement créer les conditions pour qu'il y ait un lieu de culte qui soit reconnu, avec qui on puisse discuter, eh bien qui a organisé les manifestations pour l'empêcher de ça? Qui a affolé les populations dans les quartiers en disant vous allez être envahis? Alors après on nous dit ah ben vous voyez ils prient dans les rues. Mais oui, mais parce que vous êtes, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes un blocage. La loi 1905, voilà, mais non, mais la loi de 1905 c'est pas l'interdiction des cultes. Voilà, au contraire. Mais non, mais la loi de 1905 c'est pas le financement, c'est de permettre à ce que ces lieux puissent vivre et exister et qu'on puisse justement discuter avec des autorités. Parce que on le voit en tous les cas. Le financement n'est pas un problème. La campagne, voilà. Le financement n'est pas un problème. Alors attendez, je voudrais juste finir sur, je dirais, un peu l'ambiance de la campagne. C'est vrai que la campagne, elle était bizarre depuis un certain nombre de jours, avec des polémiques entretenues, vraisemblablement. Mais en même temps, il ne faut pas non plus. C'est pour ça que j'ai pointé tout à l'heure, au début de cette émission, un certain nombre de choses. On ne va pas nous refaire le coup de 2002. C'est-à-dire on ne va pas nous faire la mise en scène du spectacle de la violence et de l'insécurité qui fausse le jugement. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pointé un certain nombre de choses, parce que j'ai vécu la mise en scène du spectacle en 2002 avec par exemple ce dernier fait divers à la veille du premier tour de ce fameux petit vieux qui était soi-disant agressé et dont on a découvert que ce n'était pas le cas, que ce n'était pas exactement ce qu'on pensait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut discuter. Il faut discuter. Les enfants sont morts. Mais c'est pour ça qu'il faut discuter sérieusement des problèmes que j'ai évoqués. Je voudrais un tour de table pour finir de votre part, Robert Rochefort, et c'est la même question à tout le monde. Qu'est-ce qui va changer pour vos candidats dans cette campagne et quel thème, si vous pouvez le résumer en un mot, va porter cette campagne à présent, Robert Incontestablement, la réunion nationale, c'est-à-dire le fait, ce que François Bayrou dit, il est temps de mettre fin, à des oppositions exacerbées. Et quand on met en place un jeu politique d'opposition comme c'est le cas, on voit que chaque courant, chaque parti, chaque camp est tiré par ses extrêmes. On voit bien tout à l'heure, vous avez dit... Bon, écoutez, alors, voilà ce que je veux dire. Et en tout cas, si le drame qui a eu lieu il y a 2 jours doit servir à quelque chose, il doit fabriquer des forces centripètes dans la société et non pas des forces centrifuges et d'éclatement, comme on y assiste depuis quelque temps. En un mot aussi. Lucidité vis-à-vis des problèmes et surtout crédibilité dans les propositions. Florian Philippot. Pour nous, rien, puisque nous abordons ces problèmes depuis longtemps et qu'on n'attend pas les tragédies pour en parler. Il faut toujours les solutions. Julien Drey. La République pour tous, partout, avec ses droits et ses devoirs. C'est ça l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est de rappeler chacun à ses droits et ses devoirs. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat, d'être venus ce soir, d'avoir été nos invités. Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle que nous sommes en direct pour une édition spéciale, tandis que le siège du tueur présumé se poursuit en ce moment même à Toulouse. Mohamed Merah reste retranché dans son appartement. Depuis 3 heures du matin, les autorités
autorités françaises précisent que l'objectif ce soir est de le récupérer vivant afin bien évidemment de le livrer à la justice. L'autre information ce soir, eh bien, c'est l'espoir déçu pour Florence Cassé. La Cour suprême du Mexique vient tout à l'heure de rejeter la demande de remise en liberté de la Française, je vous le rappelle, condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement. On voit le résumé des faits avec Sandra Cerquera. Parmi les 5 juges, un seul a voté pour sa libération. Les autres se sont tous prononcés pour que Florence Cassé reste en prison. Un verdict terrible pour la famille qui se bat pour que leur fille condamnée à 60 ans de prison soit enfin innocentée. Je suis extrêmement triste, je suis déçue. Je suis choquée même. Qu'est-ce que je peux vous dire, on est reparti pour des mois. C'est affreux, je suis même pas près d'elle. 2 des juges se sont prononcés pour un nouveau jugement. Le cas de Florence Cassé pourrait s'orienter vers un passage en séance plénière de la Cour suprême, mais pas avant de longs mois. Pour son avocat, c'est le président Calderón en personne qui a influencé la décision des juges. On sait que dans les minutes, dans les jours qui ont précédé cette décision, le pouvoir exécutif a fait ce qu'il fallait pour sauver M. Garcia Luna, qui est au centre de cette polémique. Bien sûr que le pouvoir exécutif est intervenu dans le pouvoir judiciaire. Vous croyez que nous allons rester spectateurs de ça? D'autant que libérer Florence Cassé aurait sonné comme un désaveu vis-à-vis des autorités mexicaines qui la maintiennent en détention depuis 6 ans. Alors que Felipe Calderón s'est personnellement prononcé pour que prime le droit des victimes. Et dans 3 mois, ce sont les élections présidentielles au Mexique. Et la dernière page du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info. Il est signé, comme tous les soirs, par Cécile Sixou. Le plan de paix pour la Syrie porté par Kofi Annan, soutenu par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces 15 membres appellent le régime de Bachar el-Assad et l'opposition à suivre la feuille de route de Kofi Annan. Ce plan prévoit un cessez-le-feu et l'ouverture de négociations politiques. Cette déclaration du Conseil de sécurité n'a aucune portée contraignante. Mais si Damas refuse de stopper la répression, les États-Unis menacent d'accentuer les sanctions. Avec la communauté internationale, nous disons au président Assad et à son régime, empruntez ce chemin, engagez-vous à le respecter ou alors vous serez confrontés à une pression et à un isolement accru. Émotion et recueillement à Lommel pour la cérémonie en hommage aux victimes de l'accident du car belge en Suisse. 5000 personnes étaient réunies dans cette ville de Flandre à la frontière néerlandaise. Le roi Albert II et le prince héritier des Pays-Bas étaient sur place. Les premiers ministres des 2 pays touchés par la tragédie, ainsi que de nombreux officiels ont participé à cette cérémonie. Les mêmes personnalités seront à Louvain jeudi matin pour un autre hommage aux 9 personnes de cette ville qui ont péri dans l'accident. Les habitants du 16e arrondissement de Paris réveillés par une détonation ce matin. À l'aube, une bombe artisanale a explosé à proximité de l'ambassade d'Indonésie. Les vitres des bâtiments dans un rayon de 50 mètres ont été soufflées. Aucun blessé n'est à déplorer. Une détonation ce matin à 5h12. Donc on s'est dit encore une bombe, puisqu'il y a 9 ans à l'arrière on a vu la même. Peut-être moins forte cette fois-ci, mais cette fois-ci il y a une voiture qui a brûlé. Des dégâts matériels. En 2004, un engin avait explosé au même endroit. L'affaire n'a jamais été résolue. Pour l'instant, aucune revendication n'a été déposée. Dominique Strauss-Kahn n'ira pas débattre de la crise au Parlement européen de Bruxelles. Sous la pression de plusieurs eurodéputés, sa visite prévue le 27 mars a été annulée. Ce n'est pas la première fois qu'une intervention de l'ancien patron du FMI pose problème. Il y a 2 semaines, une conférence à l'université de Cambridge avait été perturbée par des manifestations. Il y aurait pu avoir un 11e candidat dans la course présidentielle. Le Canard enchaîné révèle que Dominique de Villepin avait assez de signatures pour se présenter, contrairement à ce qu'il avait annoncé pour expliquer son retrait. Selon l'hebdomadaire satirique, face à des sondages qui ne décollaient pas, l'ancien Premier ministre aurait préféré jeter l'éponge pour éviter de faire un score inférieur à 5%, synonyme de non-remboursement des frais de campagne.
Et nous allons clore cette édition spéciale avec les unes de vos quotidiens à paraître demain dans vos kiosques. Nous allons commencer par le Figaro qui choisit de titrer bien sûr ce soir sur Mohamed Merah, le visage, 23 ans, terroriste islamiste avec les 7 morts, les visages et les noms des 7 victimes dont les 3 militaires, Imad Ibn Ziaten, Mohamed Legouad, Abel Chenouf et évidemment aussi les 3 enfants, Arié Sandler, Gabriel Sandler, Myriam Monsango et le jeune rabbin Jonathan Sandler. Autre une, autre quotidien, La Croix, demain, qui titre sur la fin d'une dérive meurtrière. Le principal suspect de l'assassinat de 3 enfants juifs et de 4 adultes se trouve encore en ce moment cerné par la police. Et aussi retour sur ces images évidemment d'émotion et de recueillement des obsèques militaires qui étaient célébrées aujourd'hui à Montauban en présence du président de la République et de 5 candidats à la présidentielle. Dernière une avec l'Humanité qui titre sur le parcours, la fin de parcours d'un tueur. La France soulagée par le dénouement rapide de l'enquête. Un hommage a été rendu aux soldats à Montauban et aux victimes juives à Jérusalem. FN et UMP n'ont pas attendu pour se lancer dans une récupération politicienne du drame. C'est donc la politique qui est aussi à la une de l'Humanité. Et je vous rappelle qu'en ce moment même, le siège se poursuit à Toulouse. Mohamed Merah reste retranché dans un appartement qui est situé au 17 rue du Sergent Vigny depuis 3 heures du matin. Les autorités françaises précisent ce soir que l'objectif le plus important étant de le récupérer vivant avant de le livrer à la justice. Voilà ce que l'on pourrait dire de cette actualité ce soir. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de cette édition spéciale avec de nombreux invités. Je vous retrouve demain avec très grand plaisir. Belle soirée à vous.